qui ont été les différents dispositifs qui ont été mis en place là dans la loi de transition énergétique pour justement favoriser le développement des énergies renouvelables. Juste avant, j'ai récupéré un petit schéma là sur le site du ministère sur le parcours de la loi. Alors bon, il y a quelques dates, ça permet de voir un petit peu les amendements pris, les délais, les allers-retours entre le Sénat, l'Assemblée nationale. Alors surtout, il y a deux dates à retenir. L'adoption de la loi donc en dernière lecture par l'Assemblée nationale le 22 juillet dernier et la promulgation de la loi le 18 août dernier. Ce qui fait que pour toutes les dispositions qui renvoient pas à un décret d'application ou pour lesquelles il n'y a pas une date d'entrée en vigueur qui est précisée, toutes ces dispositions-là sont entrées en vigueur dès le 18 août. Donc voilà, les développements, ce sont principalement le titre 5. Je rappelle un peu ce qu'a dit Raphaël, là, les objectifs justement de ce titre 5 rédigé donc, pour favoriser le développement des énergies renouvelables. Donc les objectifs, c'est porter à 32% la part des énergies renouvelables, multiplier par 2 la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français, améliorer le soutien financier des installations d'énergie renouvelable et moderniser le cadre de la production d'hydroélectricité. Alors, les axes majeurs du coup pour justement arriver et atteindre ces objectifs, donc il y a ce qui a été très bien expliqué par Raphaël, donc justement permettre une meilleure intégration des énergies renouvelables grâce aux dispositifs de soutien. Et puis les deux axes dont je vais vous parler, donc permettre aux communes et à leurs groupements de participer au capital des sociétés de production d'énergie renouvelable et faciliter la participation donc des citoyens au capital des sociétés de projet. Donc je fais un peu, je suis un petit peu linéairement hein, les articles du texte. Donc on va commencer par l'article 109. L'article 109, enfin les articles 109 et 110, on va les prendre un petit peu, on va les traiter un petit peu ensemble, qui parlent justement donc de la participation des communes au capital des sociétés créés pour justement développer des projets d'énergie renouvelable. Dans l'intitulé, j'ai juste mis au capital des sociétés commerciales. Parce qu'en fait, ce que modifie l'article 109 de la loi de transition énergétique, c'est justement la possibilité pour les collectivités d'intervenir au capital de sociétés. Alors le principe, c'est toujours le même. Il est rappelé dans le Code général des collectivités territoriales, c'est que sauf autorisation prévue donc par décret en Conseil d'État, une commune, une collectivité, une personne publique ne peut pas entrer au capital d'une société commerciale ou de tout organisme à but lucratif. Alors en dessous en petit, je ne sais pas si on voit bien, je vous ai un petit peu rappelé le principe. L'idée c'est de protéger les deniers publics, respecter la libre concurrence et faire en sorte que les collectivités n'interviennent pas dans les domaines qui ne sont pas vraiment en lien avec l'intérêt général. La première exception, justement, à ce principe d'interdiction de participation des personnes publiques au capital de sociétés commerciales, c'est la possibilité, donc justement pour les communes et leurs groupements, de participer donc au capital des sociétés d'économie mixte ou aux sociétés qui sont chargées des services publics industriels et commerciaux, donc les SPIC. Alors ça, c'était la première exception, ça pour le coup, ça change pas. Ce qu'apporte l'article 109, c'est la possibilité pour les collectivités de prendre des parts de capital dans des sociétés anonymes ou des sociétés par action simplifiée, dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable sur leur territoire. Alors, c'est rédigé comme ça. L'article 109 ne renvoie que aux sociétés anonymes et aux sociétés par action simplifiée et précise bien la notion de territoire. Alors, je reviendrai un petit peu après dessus. Juste avant de revenir sur ça,
c'est le deuxième alinéa, hein, j'ai plus le texte sous les yeux, mais en tout cas c'est un deuxième alinéa donc dans cet article 109 qui étend justement cette possibilité donc non seulement aux communes et à leurs groupements, mais aussi aux départements et aux régions. Donc voilà, alors, quelques points de vigilance, hein, je commençais à le dire tout à l'heure. Dans cet article 109, seules les sociétés anonymes et les SAS sont visées. Bon, il semblerait que les services du ministère aient visé les formes les plus habituelles, mais bon, de fait, ça exclut un petit peu toutes les autres formes de sociétés, sachant que pour des petits projets en tout cas de production, enfin, ils sont pas forcément constitués en SAS. On trouve souvent des SARL. Alors du coup, comme c'est pas précisé et comme le texte est applicable, ce que de nombreux membres de la doctrine recommandent, c'est de limiter donc justement cette participation au capital de ces sociétés-là à 33% du capital, de façon à avoir une minorité de blocage, et prévoir la participation donc de la collectivité au conseil de surveillance de la société concernée. Sur la question du territoire, parce que le territoire n'est pas défini non plus, le texte de la loi renvoie simplement au territoire, j'ai plus le terme exact, mais aux sociétés qui sont situées sur les territoires, enfin sur leur territoire, pardon. Du coup, comme comme il y a déjà la notion de territoire dans les SRCAE, beaucoup de membres de la doctrine ont proposé de calquer justement cette dimension du territoire sur ce qui était possible de faire en termes de participation des collectivités territoriales au capital de ces sociétés de production d'énergie renouvelable. Alors, j'ai peut-être été un peu... alors l'article 110, c'est un petit peu dans la continuité, c'est la même chose que l'article 109, sauf que là pour le coup c'est la possibilité qui est offerte aux régies et aux entreprises locales de distribution par conséquent. Donc c'est la même problématique, ici également c'est toujours les mêmes sociétés qui sont concernées, société anonyme et société par action simplifiée. Alors justement, je vois qu'il y a des questions. Tout ça c'est l'article 110. Une première question, mais on les prendra ensuite. Une question de Robert. Investir dans une SIC n'est donc pas possible. Alors, ça c'est lié à la loi sur le SS normalement. Alors ça justement c'est vraiment tout le problème de la rédaction de ces articles 109, 110, 111. Parce que justement dans l'article 111, en principe, les SIC, les SA, enfin toutes les sociétés régies par le livre 2 hein, du Code de commerce, donc SA, SAS, toutes les formes de sociétés, peuvent peuvent ouvrir leur capital justement aux sociétés. Donc les SIC peuvent ouvrir leur capital aux collectivités. Seulement dans le 109, ça n'a pas été rédigé de la même façon. Du coup, on se retrouve avec une incohérence entre le 109 qui limite la possibilité pour les collectivités d'intervenir donc OSA et OSAS, et d'un autre côté, on a l'article 111 qui lui permet qui lui pour le coup permet aux SIC, aux collectivités d'intervenir au capital des SIC. Alors tout ça devrait être réglé normalement dans le décret d'application de l'article 111 pour justement préciser de quelle manière tout cela va s'articuler avec l'article 109. Mais là encore, c'est quelque chose qui est passé un petit peu à la trappe. Voilà, c'est une erreur de rédaction. Donc a priori, ça devrait être précisé dans le décret d'application de l'article 111. Donc justement, cet article 111
il permet, plus simplement, l'article 111, ce qu'il explique, c'est que dès lors que une société commerciale ou une SIC va vouloir lever des fonds en ouvrant son capital au public, ce ne sera pas considéré comme une offre au public de titres financiers, et donc du coup la levée des fonds sera beaucoup plus facile, sera facilitée, parce qu'il n'y aura pas toute cette problématique de prospectus qui est extrêmement lourde et qui peut être potentiellement coûteuse, et qui donc du coup freine les possibilités d'investissement. Donc du coup, l'article 111, pour résumer, il permet donc aux collectivités et aux citoyens soit d'investir directement dans le capital des sociétés de projets, donc créées spécialement pour porter des projets de production de NR, soit au capital de ces sociétés via un fonds d'entrepreneuriat social, via une entreprise solidaire, une entreprise de l'ASS, ou alors via une plateforme de financement participatif. Il pourra également, donc citoyens et collectivités, pourront également participer au financement, c'est-à-dire plus tout ce qui est financement de la dette, là encore via un fonds d'entrepreneuriat social, via une entreprise solidaire ou via une plateforme de financement participatif. Donc dans la dette, on met les obligations et le prêt, quoi, les formules de prêt classiques. Du coup, alors j'ai essayé de faire un petit tableau récapitulatif des possibilités. Alors là, celui-là, c'est sur la participation donc des collectivités dans les sociétés de projet. Alors j'ai opposé avant la loi et après la loi. Je sais pas si c'est plus pertinent, mais ça me paraissait plus simple de le poser comme ça. Alors pour ce qui est de la participation au capital des sociétés anonymes et des SAS produisant des ENR sur leur territoire, donc avant on a déjà vu que c'était impossible sauf décret en Conseil d'État, et donc depuis la loi c'est possible à la lecture de l'article 109. La participation au capital de sociétés ayant une structure juridique autre que les SA et les SAS. Alors, avant la loi, c'était là encore impossible sauf décret en Conseil d'État. Avec la loi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas clair et c'est assez ambigu. Donc, on a l'article 109 qui est restrictif, l'article 109 qui modifie le Code général des collectivités territoriales, et l'article 111 qui, pour le coup, lui, est beaucoup plus ouvert et permet aux SIC il permet aux collectivités d'intervenir au capital des SIC, mais qui lui modifie le code de l'énergie. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Ouais. Pour ce qui est de la participation dans un fonds d'entrepreneuriat social, avant la loi, c'était impossible. Avec la loi, alors c'est possible pour les fonds d'entrepreneuriat social. J'ai mis participation dans EPI qui est un outil financier qui permet d'investir donc dans les projets de production d'ENR. C'est pas tout à fait clair parce que alors c'est dommage que la loi restreigne un petit peu au fonds d'entrepreneuriat social. On voit pas trop l'objectif. Alors après, l'idée, c'était peut-être de simplifier, mais là aussi, il y aura peut-être une évolution justement sur cette notion de fonds d'entrepreneuriat social, de façon à ce que justement ce soit entendu peut-être un petit peu plus largement, et pas forcément aux fonds qui ont ce label entrepreneuriat social. Donc pour ce qui est des prises d'obligations dans les sociétés commerciales, alors les obligations, hein, c'est pas vraiment de la dette, on va dire on peut les classer, c'est de l'equity. L'idée, ça fonctionne comme un prêt. On achète un titre et ensuite la société le rachète à un prix qui est fixé à l'avance. Donc l'idée pour la personne qui achète le titre, c'est qu'il y ait un intérêt. Donc avant la loi, donc les collectivités ne pouvaient pas le faire. Depuis la loi,
elles peuvent le faire, mais là encore, il faudra attendre la sortie du décret d'application pour voir un petit peu dans quelles conditions ça pourra se faire, enfin dans quelles conditions ça pourra se faire effectivement. Pour ce qui est alors la participation à une offre de capital, enfin une offre de titre de capital via une plateforme de financement participatif, ou alors à une offre de prêt via une plateforme de participatif. Avant la loi, c'était impossible. Depuis la loi, c'est possible. Là encore, il faut attendre le décret d'application. Euh, alors d'ores et déjà, les conditions, enfin tout ce qui concerne dans l'article 111 les plateformes de financement participatif, ce ne sera applicable qu'à partir du 1er juillet 2016. Donc il y a encore un petit peu de temps avant que cette possibilité soit réellement ouverte. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les plateformes, il y a déjà une réglementation sur les plateformes de financement participatif. L'idée du décret, ce serait justement d'aller un petit peu plus loin que cette réglementation. C'est déjà une dérogation à la réglementation des offres de titres financiers au public. Du coup, l'idée dans le décret, c'est aussi vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus large, de permettre aux citoyens et aux collectivités d'intervenir vraiment de façon beaucoup plus libérée au capital des sociétés dès lors qu'on passe par une plateforme de financement participatif. Pour ce qui est de la participation des citoyens dans les projets de production d'ENR, alors pour la participation donc sous forme d'action ou d'obligation dans les SIC ou dans les sociétés commerciales, avant la loi, c'était possible donc sans le visa de l'AMF, dès lors qu'on était dans le cadre d'un placement privé. C'est-à-dire que la société faisait une levée de fonds, mais qui était destinée qu'à un petit nombre d'investisseurs qualifiés. Et en dehors donc de cette possibilité-là, c'était les règles de l'OPTF qui s'appliquaient. Et depuis la loi, donc avec l'article 111, là encore sous réserve des conditions prévues par le décret, c'est possible sans visa AMF. Pour ce qui est de la participation à une offre de capital sur une plateforme de financement participatif, alors là encore offre de capital ou offre de prêt, je les traite ensemble. Avant la loi, j'ai mis alors possible au regard, enfin sous réserve là, des conditions sous réserve de la réglementation sur le financement participatif. Et depuis la loi, c'est également possible. Mais là encore, comme je vous disais tout à l'heure, entre la réglementation actuelle sur la finance participative et ce qui va sortir du décret sur l'article 111, il y aura peut-être une évolution, notamment des seuils autorisés. Alors justement, sur le slide suivant, je fais un petit rappel là, sur ces règles-là. Donc vous voyez, pour le financement du capital, par exemple, jusqu'à présent, les citoyens, enfin les sociétés pouvaient proposer des titres de capital dès lors que c'était en dessous d'1 million d'euros. Avec le décret qui va sortir, l'idée c'est justement d'hausser ce plafond. Un instant, effectivement, est-ce que tu peux couper ton... Ou sinon...
Là, Pardon, j'ai coupé mon micro. Alors attends, alors oui, oui, c'est vrai que les collectivités peuvent investir au capital des SIC. Euh, Ce qu'il y a, c'est que, alors là, elles pouvaient pas investir au capital des SIC qui produisaient des ENR. Parce que on considérait qu'il y avait déjà enfin il y a une double subvention, parce que comme on est sur un secteur subventionné, pour les SIC qui produisaient enfin pour les SIC qui travaillaient dans le secteur des ENR, c'était pas possible. C'est pour ça que j'ai mis impossible. Mais c'est vrai que une collectivité peut investir au capital d'une SIC à hauteur de 50%. Ça a d'ailleurs été relevé depuis la loi ESS. Ok. Ouais. Du coup. Voilà, sur le financement participatif. Et puis, je termine rapidement. Alors, attendez, ouais, je vous ai tout dit. Alors oui, rapidement aussi sur la réglementation. Alors jusqu'à présent, les citoyens peuvent prêter jusqu'à 1000 euros pour un prêt rémunéré ou 4000 euros pour un prêt non rémunéré. Là encore, avec le décret, donc sur l'article 111. Éventuellement, ces montants-là seraient peut-être rehaussés. Voilà, mais là encore, on sait pas, enfin, on sait pas trop. Il y a pas trop d'informations de ce côté-là. En termes de timing, justement là sur les décrets, au départ, l'idée c'était qu'ils sortent avant la fin de l'année. Là, c'est un petit peu compliqué et puis ils ont d'autres questions un petit peu plus prioritaires. Actuellement. Donc voilà, ce sera premier semestre 2016 a priori. Et puis rapidement sur la suppression de l'exclusion du photovoltaïque non subventionné du bénéfice des dispositifs TEPA Madelin. Alors bon, je vous ai mis que c'est un petit peu mal rédigé, je vous ai mis que le dispositif Madelin. C'est l'article donc 199 terre des 6 0A du CGI. Bon, peu importe, l'idée c'est que on peut avoir une réduction d'impôt qui équivaut à 18% des versements qu'on aurait effectués au titre d'une souscription au capital d'une société. Jusqu'à présent, donc enfin avant la loi, c'était le photovoltaïque était exclu de ce dispositif. On a supprimé cette exclusion parce que justement il était plus subventionné. Justement, il était plus subventionné. Donc du coup, désormais, les investissements donc réalisés dans des sociétés qui exercent des activités de production photovoltaïque non subventionnées bien sûr, bénéficient de réduction d'impôt, donc au titre de l'impôt sur le revenu pardon, et également au titre de l'ISF parce que justement l'article 114 modifie également la partie sur le dispositif TEBA. C'est une application pour EPI. Justement. Pour EPI, pas vraiment. Le problème, c'est que alors si EPI investit dans un projet PV, ça pourrait se défendre, mais le problème, c'est que EPI, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il collecte de l'épargne et qu'il va pas investir que dans du PV. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Dans une société de projet qui elle produit, qui elle fait du photovoltaïque, pour le coup, là ce sera plus facile et ce sera, il y aura vraiment pas de doute. Pour énergie partagée, c'est un peu plus compliqué. Non, je vous remercie, j'ai plus de slides. Bon, attendez, je reste à côté de toi. Oui, vas-y, tu passes.
Donc merci Jean-Éric. Est-ce que vous avez des questions, des précisions, des questions de compréhension aussi par rapport à ce qui a été présenté? On est sur un webinaire assez technique entre la présentation de Raphaël et là la présentation plus juridique de Jean-Éric. Juste par rapport à l'article 114. C'est une mise en application dès maintenant ou... Oui, c'est applicable, ça a été modifié là avec la loi, oui, c'est applicable. Ok. Et donc là, c'est pour tous les projets PV, quelle que soit leur puissance, quel que soit le portage, c'est pour l'ensemble des projets photovoltaïques. Ouais. Okay. Très bien. Juste un dernier truc aussi, comme disait Raphaël, c'est l'article 119 qui prévoit donc de favoriser dans le cadre des appels d'offres les montages avec des participations citoyennes, mais là encore il faut le décret d'application pour voir dans quelle mesure et dans quelles conditions. Ok. Alain Messin rappelle et précise que on est sur des projets PV non subventionnés. Par rapport à l'article 111, Énergie Partagée avait rédigé 6 propositions en disant que l'article 27 donc, de la proposition du projet de loi sur la transition énergétique n'était pas suffisamment précis par rapport notamment à la notion de territoire. Est-ce que, et à la notion de financement participatif, jusqu'à quelle distance on estime qu'on est sur du financement participatif de citoyens? Est-ce que c'est 30 km? Est-ce que c'est dans un rayonnement de 100 km? Est-ce que c'est des précisions qu'on va pouvoir avoir dans les décrets d'application? Alors, on les aura pas dans les décrets d'application. Par contre, il y a eu un petit clin d'œil justement à ces revendications, dans la mesure où justement l'article 111 précise donc que il explique que les sociétés les sociétés de projets donc conçues pour porter des projets d'ENR pourront proposer leurs titres, et ils ont ajouté notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet. Donc là encore, l'idée c'était de pas restreindre donc cette nouvelle possibilité uniquement aux habitants uniquement aux personnes qui habitent localement, mais d'en faire de vraiment l'ouvrir. Donc ils ont juste rajouté notamment aux personnes habitant à proximité. Donc l'idée c'est qu'il y ait une proximité géographique, donc ça ils le mettent dans la loi, mais ça peut être également une proximité un petit peu plus distante, mais pour des gens qui s'en sentiraient proches du projet. Ok, très bien. Là par chat, on précise juste l'article 114 sur les projets photovoltaïques qui sont non subventionnés, qui passent pas par un tarif d'achat, et donc ce sont des projets qui sont soit en autoconsommation ou qui par exemple vendent leur électricité à Enercop. Alors Raphaël qui dit un principe de droit quand il est écrit, notamment c'est comme s'il n'y avait rien d'écrit. C'est un geste. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'implication, sur l'implication sur nos projets, notamment sur la participation des collectivités territoriales, l'éventuelle participation des collectivités territoriales aux projets citoyens sous format SA et SAS? Sachant que ça a déjà commencé, on a des exemples avec des communautés de communes, notamment en Bretagne, qui depuis la loi, donc depuis juillet, ont pris des parts dans le capital de sociétés de projets. Donc voilà. Après, il y a vraiment cet enjeu de pouvoir informer ces collectivités aussi, qui sont pas forcément au courant, et donc un travail d'information et d'accompagnement. Il y avait une question là sur l'article 114, donc oui, les SAS sont concernés. Il y avait une autre question aussi. Oui, en fait, j'avais repris la question. Merci Laurent de la relance. C'était sur.
Désolée, parce qu'on a un petit problème technique. Donc, on va revenir tout en haut. Euh, Voilà, donc la question de Laurent du poste d'éoliennes en pays d'Anceny. Si une collectivité participe au capital d'un projet et qu'elle adapte par exemple son PLU pour accueillir un projet, est-ce que cela donne un angle d'attaque aux opposants au projet sous le prétexte que la collectivité est intéressée au projet? Ouais, donc là, on est aussi sur cette question de conflit d'intérêts qui est déjà revenu avant la loi par rapport notamment au projet éolien. Sur la question, alors justement, du conflit d'intérêts, le fait de modifier son PLU pour accueillir tel ou tel projet, donc ça fait l'objet d'une délibération. Une collectivité a le droit justement de délibérer pour savoir si elle va accueillir ou pas, ou si elle modifie ou non son PLU pour accueillir un projet. Dans cette délibération, enfin, surtout, ce qui est important, c'est que au cours de les personnes qui seront présentes à cette délibération ne doivent pas être les mêmes qui seront présentes à la délibération qui va permettre d'accueillir, qui va valider l'arrivée, l'accueil du projet sur la collectivité. C'est-à-dire que on a non, pardon. C'est-à-dire qu'on va avoir un projet, par exemple, il y a un projet qui est en discussion dans la collectivité. Euh, on va tenir une assemblée, donc il va y avoir des délibérations donc pour valider ou non cette arrivée, enfin ce projet. Les personnes qui sont présentes donc à ce projet doivent se retirer de toute autre manifestation relative à ce projet. Même dans les débats publics, l'idée c'est vraiment d'être irréprochable parce que justement, il y a véritablement un angle d'attaque pour les opposants et puis les associations qui voudraient nuire au projet. Donc Voilà, l'idée donc il faut être il faut être vigilant au moment des assemblées et au moment des délibérations et faire en sorte que les membres soient différents. Voilà. Ou alors que les membres qui ont voté donc pour la modification du PLU ne soient pas les mêmes que ceux qui votent ensuite pour la rentrée au capital de la société de projet. Oui. Ok. Une question, c'était de dire en fait, tous les niveaux de collectivité territoriale peuvent rentrer au capital des sociétés de projet. Alors là encore, si on lit l'article 109, oui. Ils se sont même pas posé la question, les problématiques de compétences. Tous les niveaux de collectivité peuvent entrer au capital des sociétés de projet. C'est vrai que c'est un petit peu gênant parce qu'on pense au contrôle de légalité. On se dit, enfin on pourrait se dire parce que dans le droit commun, si jamais une collectivité participe au capital d'une SEM alors qu'elle a délégué la compétence à un autre niveau de collectivité, le contrôle de légalité en général refuse cette participation. Là dans la loi, rien n'est précisé. Du coup, puisque rien n'est précisé, on peut le faire. En revanche, attention, parce que du coup, comme la loi ne le fait pas, c'est le juge qui risque de le faire. Du coup, par précaution, je vous invite à vérifier qui est titulaire de la compétence quand justement se pose un problème de niveau de collectivité. Est-ce qu'on est au niveau de la collectivité ou alors est-ce qu'on est au niveau de la Comcom? Si la collectivité et la Comcom veulent investir, on regarde qui est-ce qui détient la compétence et en fonction, on agit. Voilà. Ok, donc Arnaud, quelles compétences énergie, aménagement, développement économique? Alors moi je dirais énergie. Je dirais énergie. Après, c'est pas précisé. Il n'y a pas grand-chose encore dans la doctrine. Donc voilà, pour le moment, je vous dirais énergie. Ok, donc là j'ai l'impression que sur ces articles-là, on est
sur des éléments assez plus incitateurs pour les projets territoriaux d'énergie renouvelable, sachant qu'en fait, il faut vraiment qu'on soit vigilant à mettre nous-mêmes des garde-fous pour éviter aussi, notamment pour se protéger vis-à-vis des opposants ou d'éventuels Voilà, histoire voilà, d'être conflits vraiment d'intérêts. de sécuriser. Comme je disais tout à l'heure, maximum 33%. On essaie de faire en sorte pour la collectivité euh, d'avoir un contrôle sur la gouvernance du projet, donc notamment en participant au conseil de surveillance. Vis-à-vis du contrôle de légalité, donc c'est-à-dire quand on envoie les actes au préfet, on essaie de vérifier les compétences et voir que entre la collectivité et la Comcom par exemple, on n'empiète pas sur la compétence d'un autre. Et puis a priori, ça devrait passer. Alors là encore, je suis obligé d'être conditionnel parce qu'il n'y a pas encore de jurisprudence, c'est tout nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de collectivités, peut-être des collectivités qui sont intéressées, mais j'en ai pas vu qui ait déjà franchi le pas. Donc voilà, ça c'est vraiment pour se sécuriser et puis pour donner le moins possible, pour prêter le moins possible le flanc à l'opposition. Ok, très bien. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire spécial loi sur la transition énergétique. On sent qu'il y a quand même je pense, un fort besoin aussi de pouvoir informer sur ces articles-là, notamment les collectivités territoriales, et puis de travailler avec elles sur les garde-fous à mettre en place. Et notamment, c'est un travail qu'on va pouvoir mener, notamment avec Amorce, qui est l'association des collectivités territoriales et autour des déchets et de l'énergie, hein, qui représente plus de 820 adhérents et une grosse partie de collectivités avec laquelle on va en tout cas travailler pour pouvoir encadrer cette mise en application notamment de l'article 109 et de l'article 110. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à m'envoyer vos mails aussi sur le chat si vous ne l'avez pas fait pour qu'on puisse vous envoyer les supports de présentation et puis l'enregistrement. Merci beaucoup à vous. Et puis, donc, les 2 prochains rendez-vous pour la fin d'année. Rendez-vous le 10 décembre prochain. Ce sera un peu plus tôt, à partir de 17h. Donc, de 17h jusqu'à 18h30, où on reviendra sur énergie partagée investissement pour celles et ceux qui veulent placer une partie de leur épargne dans énergie partagée investissement. Donc, de bien présenter l'intérêt et la manière de pouvoir être actionnaire d'énergie partagée. Donc ça, c'est le jeudi 10 décembre prochain. Et puis, le jeudi 17 décembre prochain, la parole sera donnée à 2 porteurs de projets photovoltaïques en toiture, Combraille Durable et puis Pleine Sud Énergie, pour que ces 2 projets puissent relater leur démarche qui maintenant date depuis plusieurs années. Voilà, merci beaucoup à vous encore une fois et à très bientôt. Merci, au revoir.